Mais d'abord, le ou les scénarios macro possibles pour 2023. Nous en parlons avec l'économiste d'AG2R La Mondiale, Clémentine Cazalet, qui est avec nous en plateau. Clémentine, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être là. On va évoquer effectivement les questions qu'on peut avoir sur le scénario macro 2023 et comment est-ce que vous avez réfléchi et répondu à ces questions. Partant peut-être du point de départ de ce qu'on sait avec certitude en cette fin d'année 2022, notamment Clémentine. Est-ce qu'on peut imaginer notamment que l'histoire de l'inflation, et quand je dis l'histoire de l'inflation, c'est l'histoire de la poussée continue de l'inflation qu'on a observée depuis plus d'un an maintenant, est-ce que cette histoire-là est en train de se refermer ? Alors, c'est notre scénario principal, effectivement. Il faut toujours être prudent parce qu'on a eu beaucoup de surprises sur l'inflation. Je rappelle qu'il y a un an, on l'a qualifiée de transitoire. Donc forcément, on va être prudent. Mais c'est vrai que l'inflation, là, elle a deux sources. La première, c'est l'énergie et l'alimentation qui ont explosé, hein, et qui sont, ça vient de la guerre en Ukraine. Ça correspond à peu près à 2/3 de l'inflation totale en zone euro aujourd'hui. Et ça, avec de simples effets de base, si les prix restent à leur niveau actuel, sans même avoir à redescendre, par des simples effets de base, ça apportera plus à l'inflation totale. On va avoir une inflation totale qui va revenir vers l'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, qui, elle, est en train toujours d'accélérer en zone euro. Ça y est, on a atteint 5% maintenant. On est bien au-dessus de la cible des banques centrales, mais aussi de ce qu'on connaissait juste avant la crise. On ne dépassait pas 1%. Cette inflation-là, on ne voit pas encore les prémices d'une quelconque décélération, mais c'est notre scénario pour 2023 qu'elle devrait ralentir progressivement. En fait, tout simplement parce qu'on s'attend à une récession qui aurait commencé là maintenant, qui durerait pendant quelques trimestres. Donc, une baisse de la demande globale et donc un ajustement à la baisse des prix. C'est notre scénario principal pour 2023, une baisse progressive de l'inflation sous-jacente. Oui, effectivement, il restera quelque chose. Les prix en niveau vont rester élevés, mais effectivement, la dynamique va quand même s'atténuer, ne serait-ce que par l'effet des effets de base. Voilà, c'est ça. C'est que nous, on pense que les prix pétroliers, les prix du gaz vont pas forcément beaucoup baisser. Les tensions qui existent actuellement sur le marché sont là pour durer. Mais à partir du moment où il ne progresse plus, c'est plus de l'inflation. Donc cet effet-là, il devrait assez rapidement disparaître. Donc sur l'inflation totale à 10%, on va assez vite revenir vers les 5% de sous-jacent. Le problème, c'est que maintenant, cette hausse des prix sont déversées dans les autres secteurs, dans le transport, dans les biens industriels, etc. Et c'est cette inflation-là qui est beaucoup plus difficile à faire bouger. Ce que les banques centrales essayent de faire. Pour l'instant, on n'en voit pas la tendance inverse, mais ça devrait finir par arriver. Ouais. Avec l'aide en plus de la récession en zone euro, Clémentine, on pensait que la zone euro pouvait entrer en récession au 3e trimestre. Les premières estimations de PIB nous ont montré que ça n'était sans doute pas le cas, y compris pour l'économie allemande dans sa globalité, malgré une récession industrielle sans doute déjà assez profonde en Allemagne. D'autres parties de l'économie continuent de progresser. La récession, vous estimez qu'elle commence sans doute en zone euro en ce moment, en ce 4e trimestre 2022. Exactement. Comment vous avez réfléchi à la question de la profondeur et de l'ampleur, de la durée de cette récession dans laquelle on entre en ce moment en zone euro ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est les raisons pour lesquelles on anticipe une récession. Alors, on a évidemment la crise de l'énergie, qui devrait prendre son plein effet à l'hiver, là, au moment où les prix du gaz sont les plus hauts, le moment où on a des incertitudes, même sur l'approvisionnement en gaz. On ne pense pas qu'il va y avoir de coupure, les stocks sont pleins, mais on sait que l'hiver va être un peu tendu. On a la question de la hausse des taux directeurs qui renchérit le coût du crédit, mais dans notre scénario, on estime qu'on est les hausses ne sont pas finies, mais on n'est plus très loin du point haut. C'est bien anticipé par les marchés maintenant. Donc, du côté des taux d'intérêt, ça devrait se stabiliser. Le moteur principal de récession, pour nous, c'est la dégradation du pouvoir d'achat que les ménages subissent depuis environ un an. Ça fait un an que l'inflation dépasse la croissance des salaires. Et donc, il y a des pertes de pouvoir d'achat. Alors, c'est vrai que cette année, pour l'instant, les chiffres de PIB sont encore assez bons. On a eu l'effet post-Covid, la réouverture des économies. On a eu le tourisme qui a beaucoup aidé au 3e trimestre en zone euro. Et surtout, on avait des réserves d'épargne
impressionnantes qui ont été accumulées pendant la crise, puisque les gouvernements ont beaucoup fait pour préserver le pouvoir d'achat justement des ménages. Donc il y a eu beaucoup d'épargne accumulée et les ménages peuvent piocher dans cette épargne pour continuer à consommer. Tout ça, c'est des sources qui sont tarissables, forcément. L'épargne maintenant est revenue à son niveau historique moyen en zone euro. Et avec des niveaux de confiance des ménages assez faibles, on se dit qu'ils vont pas forcément vouloir aller piocher dedans pour continuer à consommer. Donc le vrai impact majeur sur la consommation, pour nous, il arrive maintenant au point haut à peu près de l'inflation, et maintenant que les réserves ont été assez un peu utilisées. Sur la durée de la crise, en fait, ça dépend de quand est-ce que cette dégradation du pouvoir d'achat des ménages s'arrête. On a un avantage pour aborder cette crise, c'est un marché du travail particulièrement solide. On est sur des taux de chômage historiquement bas en zone euro, à 6,6%. Et surtout des salaires qui, du coup, progressent. Certes, on n'est pas au niveau de l'inflation, loin de là, mais ils progressent d'environ 4,5% en zone euro. Et donc, avec la fin des effets de base et un ralentissement de l'inflation, on va assez vite rejoindre le niveau des salaires. Et à partir du moment où il n'y a plus de dégradation du pouvoir d'achat, on peut retrouver une croissance un peu plus normalisée en zone euro. Donc, on estime à peu près au deuxième semestre 2023. Et la profondeur de la crise dépendra un peu de chaque pays, des mesures gouvernementales qui seront mises en place pour préserver le pouvoir d'achat, de la dépendance à l'approvisionnement en gaz russe. Donc des économies comme l'Allemagne, plus industrielle, plus dépendante de la Russie, qui seront un peu plus touchées, et la France, par exemple, qui pourrait un peu mieux résister, avec une inflation qui est d'ailleurs bien plus basse en France que sur la moyenne de la zone euro. Et sur les amortisseurs budgétaires en zone euro, il y a encore un peu de place malgré tout, Clémentine ? Malgré tout, il y a un peu de place. On voit ce que fait la France. Après tout, ce que les gouvernements doivent mettre en place, c'est des mesures ciblées, temporaires. On ne parle pas de grands plans de relance très coûteux et qui, en ce moment, sont plus trop à la mode quand on a des taux qui sont revenus à 2,5%. Mais les pays mettent en place quand même ces mesures ciblées. On a vu l'Allemagne annoncer un plan conséquent pour le coup, parce qu'elle sait que le choc va être assez important. Donc elle a annoncé un plan conséquent qui sera mis en œuvre plutôt en début d'année pour venir limiter les impacts de la crise. Donc les gouvernements peuvent quand même agir ponctuellement sur ce sujet, notamment du pouvoir d'achat. Et donc, dans votre scénario central, encore une fois, vous dites effectivement, on peut éviter une récession peut-être trop longue, trop dure, qui deviendrait à un moment presque endogène. C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer à travers assez rapidement. C'est ça. On pense qu'on va rapidement pouvoir revenir à un équilibre un peu plus sain, avec un peu d'inflation, des salaires qui progressent, un taux de chômage qui aura sûrement un petit peu progressé après 2 ou 3 trimestres de recul du PIB, c'est normal, mais sans revenir vers des niveaux très élevés, comme par exemple ce qu'on avait connu après la crise de 2011-2012. Ce choc-là, alors il va dépendre des réactions des gouvernements, peut-être aussi beaucoup des banques centrales qui ont beaucoup mis le pied sur le frein pour venir limiter les pressions inflationnistes. Si elles ne lèvent pas le pied assez rapidement, si elles ne sont pas assez agiles, elles pourraient mettre un coup de frein trop important sur l'économie et avoir l'effet inverse, plutôt tendre vers la déflation. C'est ce qu'annonce au Royaume-Uni, c'est ce qu'annonce la Banque centrale. Elle estime que le choc va être tellement important qu'on va revenir vers une inflation mal zéro. Parti, effectivement. Nous, on devrait quand même éviter ce scénario extrême. Ouais, vous dites dans vos projections, on va parler des États-Unis évidemment pendant quelques minutes, mais que ce soit pour la zone euro ou pour la BCE ou pour la Fed, à 75-100 points de base près, on est quasiment au taux terminal, ou pour la zone euro ou pour la Réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire américaine pour 2023 si la récession commence au Q4 2022 en zone euro et se termine, on va dire, à la moitié de l'année 2023? Qu'en est-il de la course de l'économie américaine l'an prochain? Est-ce qu'elle peut encore éviter une récession? Alors oui, on est un peu plus optimiste sur les États-Unis. On pense qu'il va y avoir un fort ralentissement
Aux États-Unis, c'est à peu près la même histoire qu'en zone euro. Les ménages, eux aussi, subissent la dégradation du pouvoir d'achat. L'économie américaine, dans son rattrapage, est allée beaucoup plus haut que l'économie de la zone euro, hein, il faut le dire aussi. Bien sûr, en règle générale, les variations sont un peu plus importantes et plus rapides aux États-Unis. Ils partent avec certains avantages quand même. Déjà, pour l'instant, les indicateurs macro sont pas très dégradés aux États-Unis. La construction, oui. Là, ce secteur subit franchement la hausse des taux. Mais sinon, on voit des indices de confiance qui ont pas mal résisté aux États-Unis, qui montrent encore normalement une activité qui croît en ce moment. La consommation a certes un peu ralenti, mais elle reste correcte. On est sur un taux de chômage de 3,6%. Donc, s'il y a une récession, elle sera forcément un peu plus tardive qu'en zone euro. Pour l'instant, on n'en voit pas trop les prémices. Mais surtout aux États-Unis, l'inflation a commencé à décélérer. Ils n'ont pas ce problème du gaz qui nous a renchéri encore les pressions inflationnistes. Donc eux, l'inflation totale, elle est déjà en train de décélérer. Et l'inflation sous-jacente, peut-être. On a eu un chiffre qui nous donne bon espoir en octobre. On est peut-être, ça y est, lancé sur la décélération des prix. Et donc, eux, ils vont arriver plus vite à ce fameux croisement où les salaires... Entre salaire et inflation. Voilà, donc ils vont peut-être pouvoir éviter une récession grâce à ça. Encore une fois, la Fed, le timing de la Fed sera assez déterminant. Donc on n'a pas fini de parler des banques centrales. Et justement, dernière question sur la fonction de réaction des banques centrales. On constate tous qu'elle est en train d'évoluer, que le discours évolue, mais qu'il y a toujours une rhétorique hawkish, agressive, qui est maintenue à la Fed et à la Banque centrale européenne. Le pivot de la Banque centrale, comment vous le caractérisez ? Est-ce que pour vous, il y a de la place pour qu'une banque centrale comme la Fed se mette à rebaisser ses taux au courant de l'année 2023 ? On pense que c'est possible, oui. Effectivement, la Fed va encore faire quelques hausses de taux. Alors, décembre, c'est sûr. La première réunion de 2023, très, très probable aussi. À partir de mars, la question va peut-être commencer à se poser. Donc, pour nous, on est sur encore 75 à 100 points de base de hausse des taux directeurs. 5%, c'est à peu près l'idée du taux terminal qu'on a de la... Voilà, on n'est pas très loin de ce que nous dit la Fed en septembre. Elle nous disait 4,75 en point haut. Après, elle nous a dit ce sera plus haut que ça. Bah oui. Donc bon, 5. Un peu plus de 5 peut-être. La question, effectivement, c'est de savoir comment elle va réagir par la suite de l'année. Mais c'est vrai que 5, on commence quand même à être sur des taux restrictifs. Donc, à partir du moment où l'inflation baisse réellement en tendance, et si l'économie commence à être un petit peu affectée, et notamment le chômage, l'avantage aux États-Unis, c'est qu'on a des données très rapidement et très souvent, donc on voit vite une dégradation du marché du travail. À partir du moment où on sera certain que l'inflation est sur une tendance à la baisse, et si on commence à avoir des doutes sur le chômage, la Fed pourra assez aisément, finalement, passer à une étape d'assouplissement. Rebaisser un petit peu ses taux pour sortir, ne serait-ce que du territoire négatif et revenir vers la neutralité. Ça nous paraît loin vu d'ici. Ah oui. Mais il ne faut pas oublier que la fonction de réaction elle a été extrême aussi dans le sens inverse des banques centrales. Donc ça nous paraît vraiment probable que dans le sens inverse, elle aille peut-être pas tout aussi vite, mais elle puisse facilement changer son discours. Ça ne peut pas transparaître aujourd'hui dans le discours de la Fed. Ce serait contre-productif. Mais le monde peut changer assez vite pour une banque centrale. Exactement. La Fed aujourd'hui ne peut pas dire qu'elle va rebaisser ses taux fin d'année. Elle a besoin d'ancrer les anticipations d'inflation, donc c'est absolument pas comme ça qu'elle peut le faire. Mais elle va arriver à un moment où le choix entre inflation et croissance, dans son choix entre inflation et croissance, elle pourra faire aisément le choix de la croissance. Merci beaucoup Clémentine. Merci pour ces éléments qui nous permettent de réfléchir au scénario macro de 2023. Clémentine Cazalet qui est avec nous en plateau, économiste chez AG2R La Mondiale.